Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 18 mai 2021. Au sommaire de cette émission, depuis un mois, vous les voyez partout, des militaires publient des tribunes et nous racontent dans les médias une France effrayante au bord de la guerre civile. On les a écoutés avec attention et franchement, ça fait plutôt peur. Dans cette émission aussi, un reportage exceptionnel de Rachida El Azouzi, notre journaliste, revient d'Irak. Elle raconte un pays dévasté par la guerre, immersion dans un orphelinat de Sadr City, dans la banlieue de Bagdad. Et puis notre invité s'appelle Elias Sambar, il est l'ambassadeur de Palestine à l'UNESCO. Retour avec lui sur le nouveau conflit meurtrier entre Israël et le Hamas, dans lequel l'autorité palestinienne paraît totalement dépassée. Bienvenue dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Depuis un mois, des militaires se répandent dans les médias conservateurs, mais pas seulement, pour nous dire que la France est au bord, oui, de la guerre civile. Tout est parti d'une tribune sur le site d'extrême droite Valeurs Actuelles, parue, tiens donc, le 21 avril, le jour anniversaire des 60 ans du putsch d'Alger. Tribune signée par 20 généraux, mais aussi, nous dit Valeurs Actuelles, sans qu'on puisse le vérifier, puisque leurs noms n'apparaissent pas, une centaine de hauts gradés et plus d'un millier d'autres militaires. L'heure est grave, nous disent-ils, la France est en péril, plusieurs dangers mortels la menacent. Nous qui, même à la retraite, restons des soldats de France, ne pouvons dans les circonstances actuelles demeurer indifférents au sort de notre beau pays. En fait, les généraux ont surtout des obsessions, le prétendu délitement de la France, répété plusieurs fois, l'islamisme, les hordes de banlieue, les policiers visés comme des boucs émissaires, et le laxisme. Tout ça, ce sont bien sûr des citations, vous le voyez. Marine Le Pen salue bruyamment l'initiative. Jean-Luc Mélenchon, lui, dénonce les factieux. Et cette tribune va vite faire les gros titres des médias. Voilà d'ailleurs le gouvernement forcé de répondre. Florence Parly, ministre des Armées, c'était sur LCI le 26 avril. La tribune inacceptable rédigée par ces généraux en retraite qui ne représentent qu'eux-mêmes. J'ai demandé au chef d'état-major d'armée de faire le recensement des éventuels militaires d'active qui pourraient être signataires de cette tribune, afin que les sanctions qui sont prévues soient appliquées face à des comportements qui sont inacceptables. En réalité, un beau coup politique de l'extrême droite, comme le prouve le pédigré des signataires. Comme le révèle alors Mediapart, 3 d'entre eux, au moins, ont des liens directs avec le RN. Parmi eux, le général François Gobert, membre du Front National depuis 2012, un ancien candidat aux législatives pour le parti de Marine Le Pen. On voit son affiche aujourd'hui, élu régional RN en Occitanie. Ou encore, le général de Richouft, investi par le RN aux élections municipales. Et puis, il y a aussi une figure de la fachosphère, l'ancien général Christian Piquemal, radié de l'armée pour son activisme d'extrême droite, proche du théoricien du grand replacement Renaud Camus. Et puis surtout l'instigateur de cette tribune, Jean-Pierre Favre-Bernardac, qui a un temps dirigé le service d'ordre du Front National. Favre-Bernardac avait annoncé d'ailleurs la parution de la tribune sur Sud Radio dès le 19 avril au micro d'André Berkoff. Voici la France effrayante qu'il dépeint au micro de Berkoff, un animateur fan, disons-le, de Donald Trump. Je ne dirais pas le mot guerre civile, mais c'est pas loin. Le mot essentiel, c'est la peur. Les gens tremblent, les gens baissent la tête. Notre pays est peut-être celui qui est le plus agressé. Il y a un flux migratoire qui est considérable, puis l'islamisme qui s'est installé. Et vous remarquerez cette phrase où Bernardac sous-entend avec un petit sourire que les signataires sont prêts à des actions plus musclées. Si on ne nous répond pas, on aura compris que ça n'intéresse pas à ce moment-là le président de la République. À ce moment-là, on fera autre chose. Quoi, par exemple ? Et puis après, on verra. Je ne vais pas vous dévoiler pour l'instant, mais il y aura certainement d'autres choses à faire. D'accord. Le petit sourire satisfait d'André Berkoff. Le 29 avril, alors que le chef d'état-major des armées a annoncé des sanctions, revoilà Favre-Bernardac sur Sud Radio, en mode Radio Londres, en visio. Aujourd'hui, l'État s'acharne sur nous en voulant condamner durement certains de nos camarades. Nous avons heureusement un allié, le peuple de France. Vous pour qui nous combattons, peuple de France, sachez que nous n'abdiquerons pas devant les menaces et continuerons à nous battre pour notre patrie. Vive la France! Et voilà qu'un autre signataire, Emmanuel de Richouft, l'ancien candidat du RN au municipal de 2014, entre en piste, toujours sur Sud Radio, et le refrain est le même. Et oui, la guerre civile est à nos portes. Les banlieues se sont armées, plus que vous n'imaginez, que les gens sont désespérés, plus que vous ne croyez. Tout ça peut finir très mal. Moi, j'appelle ça une guérilla, je suis désolé, j'appelle ça une guérilla urbaine.
Entre-temps, Valeurs Actuelles a mis en scène une autre tribune signée, elle, par des militaires en fonction, soumis, en théorie, au devoir de réserve et ouverte à signature large. Encore relayée cette tribune par Europe 1 et le chef de son service politique, Louis de Raguenel, lui-même un ancien de Valeurs Actuelles. Actuelles. Claire dans la nouvelle tribune, ces gens qui ont lutté contre tous les ennemis de la France, vous les avez traités de factieux alors que leur seul tort est d'aimer leur pays et de pleurer sa visible déchéance. Nouvelle salve, le directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles passe chez Hanouna et le concert des militaires en colère qui défilent sur les plateaux s'agrandit. Voici par exemple le capitaine de gendarmerie Hervé Moreau, sanctionné par sa hiérarchie, il cultive des ambitions politiques et CNews le présente comme un héros. Et à la une, un témoignage exclusif dans un instant, celui d'un militaire d'Active qui a signé la deuxième tribune publiée hier et qui parle pour la première fois. Et à nouveau, il martèle, eh bien oui, nous, les mêmes obsessions. Policiers, nous sommes parfaitement écœurés par l'incurie de cette justice, par ces magistrats qui ne se remettent jamais en cause. Assez. Aujourd'hui, c'est une France de la violence, c'est une France de l'irrespect, c'est une France du désordre, du chaos, et rien ne change. Il y a des quartiers qui ont été perdus, abandonnés, où les unités de police ont affaire à toujours la masse des lâches, puisqu'ils ne sont courageux qu'en nombre, ces gens-là. On dit, cette déchéance, nous l'avons vu dans bien des pays en crise, elle précède l'effondrement, elle annonce le chaos et la violence. Avec ça, vous êtes d'accord ? Elle annonce possiblement le chaos si nous ne faisons rien, si nous demeurons dans l'immobilisme. Oui, maintenant, les Français demandent de l'action, demandent du changement. Alors l'action, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est faire en sorte que les magistrats, enfin, nous permettent d'être débarrassés de ces nuisibles. Mais la justice est indépendante. Oui, vous avez bien entendu, les nuisibles. Récemment, une tribune de 93 policiers, une autre tribune a elle aussi circulé, elle aussi révélée par Europe 1 d'ailleurs, avec les mêmes mots, guerre civile, appel au sursaut national et la même critique lancinante de la justice. À longueur de journée donc, la rhétorique du putsch et tous les mots de l'extrême droite qui se retrouvent déversés sur les écrans et les ondes. Voilà où nous en sommes à un an précisément de l'élection présidentielle. J'accueille maintenant sur notre plateau Elias Sambar. Bonjour Elias Sambar, prenez le temps de vous installer. Vous êtes ambassadeur de Palestine à l'UNESCO, vous vivez en France, homme de lettres et traducteur du poète palestinien Mahmoud Darwish. Vous avez publié plusieurs livres, on les a tous là, mais notamment un dictionnaire amoureux de la Palestine qu'adore Edoui qui est avec nous pour vous interroger sur ce plateau. Edoui Plenel, président et fondateur de Mediapart. Salut. Elias Sambar, une toute première question. Vous représentez la Palestine à l'UNESCO. Est-ce qu'aujourd'hui, vous venez en quelle qualité sur notre plateau ? Est-ce que vous êtes le représentant de l'autorité palestinienne qui vient se parler sur notre plateau ou plutôt le Palestinien, homme de lettres qui vient parler de son pays ? C'est une très bonne question. Oui. Je représente les deux et je vais vous dire pourquoi. La seule institution sur la planète dans laquelle la Palestine a été reçue en tant qu'État et non pas en tant qu'autorité nationale, c'est l'UNESCO. C'est la férocité de la bataille pour entrer à l'UNESCO était due à cela. Je peux vous dire que les Américains m'avaient contacté en disant « postule comme autorité nationale, on vote pour toi ». L'Union européenne avait envoyé de Bruxelles 5 délégués dans mon bureau pour me dire oubliez la question de l'État, dites que vous représentez une autorité nationale, on votera pour vous, on vous laissera même inscrire des sites au patrimoine mondial. Tout ça, je le raconterai un jour. Donc, c'est le seul endroit au monde où, d'ailleurs, je rectifie toujours l'intitulé. Je suis ambassadeur de la Palestine, pas ambassadeur de Palestine, qui voudrait dire que je viens de Palestine. C'est pas la question. C'est l'ambassadeur de la Palestine et nous sommes État membre à l'UNESCO. Donc c'est au titre de l'État membre de l'UNESCO que je suis là. Cela dit, il est bien entendu que c'est dans le cadre de l'autorité que pendant 30 ans j'ai participé aux négociations de paix. Mais à l'époque, l'autorité n'était pas tellement décriée parce qu'elle allait aux négociations. Maintenant, tout le monde semble avoir oublié qu'ils ont tenu contre vents et marées pour qu'une solution négociée soit trouvée. Elias Sambar, on dénombre désormais plus de 200 morts à Gaza à la suite de frappes israéliennes. 12 morts en Israël dues à des tirs de roquettes, des heurts dans les villes mixtes israéliennes où des citoyens juifs israéliens sont frappés en tant que juifs et des citoyens palestiniens israéliens sont ciblés en tant qu'arabes et que palestiniens. Un mot pour décrire cette situation. Est-ce que c'est inédit ? Est-ce que c'est historique ? Est-ce que c'est encore un autre mot qui convient ? Vous savez, elle est terrible. Et en même temps, elle n'est pas surprenante. Les colonisations ne produisent que des drames.
Cela, il faut bien le dire, parce qu'il y a une sorte de dichotomie dans la tête des gens qui pensent qu'il y a d'une part l'État d'Israël, d'autre part un système colonial. Comme s'il y avait une marche de voyous qui étaient les colons, et puis un État démocratique, d'ailleurs, dont on nous dit toute la journée que c'est le seul État démocratique de la région. L'État d'Israël est un État colonisateur. C'est l'État qui est colonisateur, et cette séparation entre colons et appareil d'État est très pratique. Elle permet à chaque fois d'esquiver le fond des choses. Cela dit, c'est un État colonisateur très particulier. Là, il faudrait revenir, mais on n'a pas le temps, à la spécificité de cette histoire. C'est une colonisation de remplacement dont le modèle le plus proche serait celui de l'établissement et de la naissance des États-Unis d'Amérique, en partie celui de l'Algérie, mais pas complètement. Et ce qu'il faut dire aujourd'hui, et c'est assez intéressant, c'est que cet État colonisateur est en train de passer petit à petit vers le statut d'État d'apartheid. Donc il y a eu une évolution également. Ce qu'il faut dire par rapport à la situation, on a un problème avec la perception de cette question, puisque bon, elle est passionnelle, passionnante, on dira ce qu'on voudra, mais c'est une question qui est rarement prise dans son mouvement. Elle est tout le temps prise comme si les choses venaient de commencer. Ça fait un siècle que ça dure. Il faut la voir du fait qu'elle est tout le temps en évolution. Il y a 10 ans, vous m'auriez invité, je ne vous aurais pas parlé du poids des colons comme je vous parlerai aujourd'hui. Il y a des choses qui ont évolué. On est aujourd'hui dans une situation où les colons sont au pouvoir, c'est eux le pouvoir. Ils tiennent les clés du gouvernement. En Israël. Hein. Et surtout, il y a un Premier ministre pyromane et criminel, il n'y a pas d'autre terme, qui est prêt à sacrifier des enfants de son peuple et du peuple voisin pour pouvoir espérer rester au pouvoir. Un mot, et on va ensuite vous faire dialoguer avec Edoui un peu plus, mais le Hamas a tiré 3000 roquettes contre Israël, oui. C'est tout à fait substantiel, selon un dernier décompte du quotidien israélien Haaretz, c'est quasiment du jamais vu dans la période récente, et il faut y voir le soutien des capacités militaires iraniennes. Est-ce que, vous êtes ici aussi en tant que représentant de l'autorité palestinienne, de la Palestine, oui. Vous condamnez ces frappes. Qu'en dit en fait l'autorité palestinienne qui semble totalement... Je vais vous dire ce que je condamne. Ouais. Ces questions sont posées de façon systématique. Vous imaginez bien qu'en ce moment on est talonné par des appels de la presse pour intervenir. C'est tout le temps des moitiés de questions. Moi je voudrais bien qu'on me pose une fois la question complète, et je vais un peu vous proposer comment on pourrait la formuler. Tout d'abord, vous devrez me demander si je condamne le bombardement de civils, quel qu'il soit. Ce n'est pas Israël, Hamas, tous les civils, interdits, inacceptables, condamnables. Maintenant, il y a aussi une situation de guerre. Je ne suis pas, comme vous pouvez le deviner, je ne suis pas un représentant, ni idéologiquement, ni sur le plan structurel, ni organisationnel du Hamas. Qui combat le tout mon combat était de l'autre côté. Mais il faut bien dire une chose. Il y a eu un homme qui a joué les apprentis sorciers en envoyant la troupe dans une mosquée, la nuit la plus sacrée dans la tradition musulmane, qui est la nuit du destin, où selon la tradition musulmane, l'ange Gabriel a révélé le Coran au prophète. C'est la nuit la plus sacrée dans l'islam. Les gens ont pour tradition de passer cette nuit dans les mosquées pour faire la prière de l'aube. Et voilà qu'on nous dit que les soldats ont laissé passer beaucoup de jeunes, mais vous savez, ils avaient des cailloux dans leur poche. Alors, s'ils avaient des cailloux dans leur poche, pourquoi vous pouvez passer ? Et une fois qu'ils sont dans la mosquée en train de prier, ce préfet ou ce commandant de la police à Jérusalem envoie la troupe tirer à l'intérieur des mosquées. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est comme folie dans un terrain de sacralité. Moi, je ne suis pas dans la religion là. Mais il y a des pesanteurs dans cette ville. Cette ville, il n'y en a pas deux dans le monde comme elle. Pourquoi ? Pas simplement parce qu'elle est importante, parce qu'il y a les traditions, parce que le monothéisme. C'est le seul lieu de la planète, qui soit sacré pour les trois ensemble. Il n'y a pas un autre lieu sur la planète où les trois estiment que c'est le lieu sacré. Et vous savez quelle est la surface de la vieille ville ? 1 km². Et est-ce que je reviens... Pardon, bien sûr qu'après ça se déclenche. Alors, qui est responsable ? Je pense que celui qui a joué avec le feu est en train maintenant de recevoir le feu. Ce qui ne veut pas dire que je justifie le bombardement de populations civiles.
Est-ce qu'il y en a un grand absent, et je laisse ensuite la parole à Edoui, un grand absent dans cette période, c'est Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Aujourd'hui, et on a bien vu, je crois que vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, enfin suggéré, il y a cette mobilisation, c'est une mobilisation de la jeunesse palestinienne. Je l'ai même écrit et publié. Vous l'avez écrit. Oui. Jeunesse palestinienne, de part et d'autre finalement, d'une certaine façon, qui aussi dénonce d'une certaine façon l'incurie des dirigeants palestiniens eux-mêmes. Oui. Alors, là-dessus, pourquoi cette autorité palestinienne est complètement absente? Est-ce qu'aujourd'hui, ce pouvoir est complètement en déliquescence? Il y avait des élections, elles n'auront même pas lieu. Oui. Est-ce que ce n'est pas aussi un élément majeur de la déstabilisation? Il y a plusieurs éléments qui contribuent à vous répondre. Oui, je sais, c'est compliqué. Il est certain qu'il y a une incurie, il est certain qu'il y a beaucoup de lacunes, il est certain qu'il y a des pratiques inacceptables. Donc, que ça soit clair, je ne suis pas là en avocat d'un appareil. Par contre, il est certain également que négocier pendant 30 ans et revenir les mains vides, vous ébranlerez le pouvoir le plus juste, le plus admirable, le plus héroïque. L'autorité a perdu, pas seulement pour son inefficacité, l'autorité a perdu son rapport à son peuple, parce que son peuple avait eu un immense espoir de paix, contrairement à ce que tout le monde raconte. Et ça fait 30 ans, c'est quand même un tiers de siècle. Les gens ne réalisent pas. Nous avons été aux négociations en 91. Et vous étiez acteur? Oui, bien sûr, j'étais là. Et j'avais préparé en 89 les dossiers. C'est moi qui ai coordonné les dossiers. Et voilà que 30 ans plus tard, non pas rien, mais pire qu'avant. Je suis tombé une fois sur un citoyen palestinien qui n'aime pas l'occupant, comme tout homme normalement constitué, me dit cette phrase terrible. Il me dit, tu sais, quand même, non pas l'occupant, c'est mieux, mais la vie était plus facile. Vous imaginez, après 30 ans de négociations pour faire la paix, où est-ce qu'on se retrouve? Ça, c'est le handicap politique réel de l'autorité. Le reste, il y a beaucoup de critiques. Il y a aussi autre chose que je voudrais dire. Très longtemps, on n'a pas voulu nous percevoir comme un peuple, c'est-à-dire comme une variété de constituants. Souvent, on a voulu nous considérer comme une organisation et pas un peuple. Donc, dès qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, on nous disait « alors, vous voyez, vous n'êtes pas une organisation sérieuse, il y a des gens qui ne pensent pas pareil ». Donc, on avait pour nous un rêve stalinien, en fait. Il fallait qu'on soit une fabuleuse organisation dès qu'il y avait une voix. Pour moi, je milite depuis l'âge de 20 ans, c'était ça qui me faisait respirer. C'est qu'il y avait une énorme variété, y compris, comme dans toutes les résistances du monde, des gens infréquentables, des héros et des gens infréquentables. Un peuple, c'est ça. Un peuple, c'est une variété, avec des gens respectables, des gens qui ne le sont pas. Moi, je me suis retrouvé par moments en train de me battre avec des gens à qui, une fois indépendant, je ne vais pas serrer la main dans la rue. Mais là, il y avait autre chose. Donc il faut nous prendre comme un peuple, donc avec des variantes, des contradictions. C'est pour ça qu'on nous dit, est-ce que le Hamas est pour vous ou contre vous? Je dis, il n'est ni pour nous ni contre nous. Il est l'un de nous. Certains vous diront, hélas, que cette idéologie soit l'une de nous. Mais elle est l'une de nous. Arrêtons de nous inventer des histoires, des perceptions très pures de ce que devrait être un peuple, et qui, après coup, sont très dangereuses. Parce que si les Palestiniens se mettent à jouer, eux, à leur pureté de peuple, et surtout qu'ils ont en face une société qui joue, elle, à sa pureté de peuple, vous voyez où est-ce qu'on peut arriver. Donc il faut faire très attention, je crois, à cela. Edoui. Il y a une semaine, vous avez republié dans le club de Mediapart un texte que vous aviez publié il y a 20 ans dans un autre journal, Le Monde. Sa première phrase, « Un spectre hante Israël », celui d'un peuple qu'il espérait à jamais confiné au territoire de l'absence. L'absence, c'est un mot-clé de toute cette histoire. Essayer de rendre absent un peuple. La question de ce qui se joue aujourd'hui, est-ce que c'est un nouvel épisode de l'absence, l'indifférence, l'impuissance des États-Unis, l'indifférence de nos propres gouvernants, ou au contraire, c'est par la mobilisation de la société palestinienne une certaine fin de cette absence? C'est par la mobilisation et par le fait que l'histoire est parfois rusée, qu'elle joue des tours tout à fait imprévus. L'absent est réapparu. Parce que l'absence était également une invisibilité. Les absents étaient invisibles, puisque comme vous le savez, et j'ai travaillé tout le temps sur ce thème,
pour nous rendre vraiment absents, on a effacé notre nom. Il n'a pas suffi de nous déplacer de force vers des exils, mais de dire ils n'ont jamais eu de nom. Or, vous savez, si vous regardez la Genèse, l'univers existe à chaque fois que Dieu nomme les éléments. La mer est nommée, elle devient la mer. La montagne est nommée, elle devient la montagne. Nous, on nous a dit, vous n'avez pas de nom. Et on nous a, c'est pour cela que jusqu'à présent, vous l'entendez tout le temps dans le les réfugiés. On nous appelle ou réfugiés ou arabes tout court. Alors, arabes, bon, avec toujours une petite allusion au fait que c'est des bédouins nomades. Et qui ont envahi la Palestine. À un moment, on leur a dit, bon, maintenant vous repartez. C'est ça, là, je schématise, mais c'est pas très loin de ce qui s'est passé. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'acquis, je le dis en toute responsabilité, et sachant à quel point c'est dur, les centaines de morts, 60 enfants du côté palestinien, je crois, 7 ou 8 ou du côté israélien. C'est terrifiant, parce qu'on ne donne pas le nombre des enfants dans les statistiques. Ça me choque beaucoup. On dit il y a des centaines de... Dites-nous combien d'enfants, parce que c'est là que ça fait le plus mal. Et donc, aujourd'hui, dans cette situation tragique, Netanyahou a réussi, je l'ai écrit et je le redis, Netanyahou a réussi à reconstituer tous les pans d'un peuple qu'on avait explosé. Nous avons des diasporas dans les 4 coins de la planète. Nous avons une situation avec 20% de la population israélienne qui sont les Palestiniens et leurs descendants qui ne sont pas partis. Nous avons des réfugiés dans les pays alentours, c'est-à-dire Liban, Syrie, Jordanie, et il y en avait en Irak, mais c'est fini. Nous avons la Cisjordanie, nous avons Gaza. Tout cela, à cause de l'occupant, et c'était sa politique, et toutes les occupations aujourd'hui à ça, étaient démantelées. Ce qui vient de se passer, et grâce à la jeunesse, et là je vais revenir à la question de l'autorité, cette révolte de la jeunesse a rassemblé tous les corps de la société. Mais la question qui demeure, une fois que cette jeunesse a pris l'initiative, et qu'elle a regroupé toute la société, les organisations et les partis sont revenus dans la danse. Il ne faut pas se faire d'illusions, ça serait angélique. Une fois que c'est parti. D'ailleurs, dès le lendemain, le Hamas entrait dans la danse, et 48 heures plus tard, le Fatah organisait 150, le 14, il y avait 150 points d'affrontement avec l'armée israélienne dans toute la Cisjordanie. Ce qui ne veut pas dire que les jeunes sont manipulés, mais ce qui veut dire que les jeunes jouent en permanence, et ce n'est pas une nouveauté dans la société palestinienne, les jeunes jouent en permanence le rôle de l'épicentre sismique. C'est de là que partent les ondes, mais après, toutes les ondes font des échos, et les échos reviennent. Vous savez, Arafat, quand il a commencé en 1956, avait 24 ans. La révolution, on a toujours les deux intifadas, c'est des gosses. Mais moi, je me suis toujours posé la question, et on a souvent discuté avec Edoui, quelle était la moyenne d'âge des révolutionnaires de 89 en France ? Ces révolutions sont toujours des histoires de la jeunesse, toujours. Voilà, ça peut être potentiellement une révolution confisquée, d'une certaine façon. Les jeunes palestiniens, par exemple de Jérusalem, manifestent, et puis tout de suite le Hamas tire ses roquettes. Du coup, cette mobilisation de la société est étouffée, et aujourd'hui, les négociations, si elles se passent, vont se passer entre les États-Unis, Israël et le Hamas. Je sais que le temps de l'émission est court, mais là, vous schématisez à grande vitesse. Bien sûr, mais... bon, c'est normal, mais c'est pas ça. C'est un peu plus compliqué quand même. C'est pour ça que j'utilise très très consciemment l'image de l'écho. C'est-à-dire qu'il y a une onde qui vient, qui fait écho, qui résonne, et il y a un retour de l'écho régulièrement. Alors, à propos d'écho et de l'onde qui résonne, est-ce que la vraie résonance, et d'ailleurs c'est ce qu'on écrit sur Mediapart avec René Bachmann, n'est pas au cœur de la société israélienne? Est-ce que ce qui se joue là n'est pas tout d'un coup à la face du monde la compréhension de ce que signifie cette loi votée en 2018, je rappelle son intitulé, l'État-nation du peuple juif, qui en fait sépare les citoyens juifs d'Israël des autres citoyens et fait de ces citoyens des citoyens de seconde zone, une loi de séparation, ce qui veut dire apartheid. Et est-ce que ce n'est pas profondément l'enjeu de ce qui se joue? Tout le monde se focalise sur Hamas, Israël, et donc oublie du coup cette jeunesse dont on parlait à l'instant. Mais est-ce que ce qu'il ne faut pas regarder actuellement, c'est qu'est-ce qui se passe dans la société israélienne par rapport au fond, le poison de la colonisation qui barbarise le peuple qui colonise au point d'aller jusqu'à l'apartheid, et des consciences se réveillent en Israël. Je pense que c'est la question, absolument la question.
Pas simplement parce qu'elle est importante, pas parce qu'elle nous explique réellement ce qui se passe un peu dans les zones qui sous-jacentes à une société. Parce que c'est là qu'on peut essayer d'espérer, de deviner les clés de l'avenir. Qu'est-ce qui va en être de cette crise ? Est-ce qu'on va revenir à une situation où, bon, ça y est, hein, le Hamas, on lui a donné un bon coup, nous, on a reçu pas mal de coups, il faut se réarmer des deux côtés, Israël va redemander des aides, et le Hamas va recommencer. C'est pas ça ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est, une société israélienne, société, là je ne parle pas des colons, qui pensait qu'elle était à l'abri de ce fantôme qui n'arrête pas de ressurgir. Il a ressurgi. Dans ces villes. Et la jonction qui s'est faite des deux côtés de ce qu'on appelle la ligne verte, c'est-à-dire les Palestiniens d'Israël et tout le reste, est tout à fait exemplaire et clair. Alors, moi je pense qu'il va y avoir, dès que ça va se calmer, et vous le verrez, beaucoup de manifestations du choc d'inquiétude que ce qui vient de se passer. Tiens, on les croyait absents, invisibles, et tout d'un coup, ils sont là. Un réveil peut-être de la société israélienne. Ils sont là. Mais ça va peut-être aider la société israélienne à poser les bonnes questions. Non pas, est-ce que la réapparition... C'est ça la question qui se pose depuis 1948. Sa réapparition signifie ma disparition. Est-ce qu'ils vont enfin pouvoir se dire, sa réapparition laisse peut-être la possibilité d'une vie commune et d'une forme de voisinage. Je ne parle pas d'un État... C'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Les gens qui disent on va faire un État pour tout le monde, ça va pas scénario venir. Qui avait été ça va venir comme ça. Par contre, on peut créer un bon voisinage qui évoluera dans une vie commune. C'est l'enjeu aujourd'hui. Et je commence à entendre des voix qui commencent à dire sous diverses formes où est-ce que ce Premier ministre nous entraîne, qui sont ces colons qui sont subitement dans nos rues et qui font des choses, non pas qu'on ne savait pas, mais on croyait qu'ils étaient réservés aux Palestiniens en Cisjordanie. Et tout d'un coup, c'est pas là-bas, c'est ici. Le ici et le là-bas. Si vous saviez le nombre d'Israéliens qui n'ont pas vu un Palestinien de leur vie, dans un pays minuscule, vous imaginez les distances. Ça vous donne une idée de... On est dans un problème terrible. Dernière question, Edoui. Elias Samba, est-ce qu'on n'est pas au cœur de cette question de la Palestine, au fond, comme métaphore des questions que nos sociétés ont toutes à affronter, qui est la question de l'autre, la question de l'altérité. Et au fond, est-ce que derrière ce mot colonial, il n'y a pas la clé, y compris des attentismes, des indifférences du monde politique français ? Je rappelle que vous êtes, comme nous deux, aussi un citoyen français, et que l'on peut s'étonner du silence par rapport à une situation d'inégalité et d'injustice entre deux peuples. Bien sûr, c'est fondamental. Et vous touchez là du doigt une chose qui irrite tout le monde, parce que dès que ça explose entre Israéliens et Palestiniens, il y a un agresseur, quelles que soient les conditions de l'explosion. C'est toujours le même qui est l'agresseur, l'autre qui est agressé, donc il se défend. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est tout le temps des moitiés de questions. Moi, je voudrais qu'on me dise, est-ce que vous êtes triste pour les morts des deux côtés, et pas simplement... Vous comprenez ? J'ai eu l'occasion de le dire. Voilà. Et je suis sûr que vous êtes aussi. Et il y a deux choses qui se sont passées et qu'Israël a réussi de façon exceptionnelle à instituer. D'une part, ce que je disais tout à l'heure, d'une part un État qui est démocratique, d'autre part une colonisation pas très fréquentable. Et cet État, c'est pas lui. Cet État, c'est une démocratie. La colonisation, on ne sait pas ce que c'est. Elle est dans les marges, elle fait des choses. Par moment, quand les colons sont attaqués, l'État intervient pour les défendre. Mais c'est pas lui, c'est eux. Ce qui vient de se passer, ça a fusionné. La deuxième chose qu'il faut bien voir, c'est que c'est le seul endroit au monde, et ça c'est un des cancers de la colonisation, c'est quand même un lieu au monde où les occupants se présentent comme persécutés par les occupés. En Palestine, les Israéliens nous écrasent, mais ils sont nos victimes parce que c'est nous qui les persécutons. C'est quand même une espèce de paradoxe assez incroyable, comique s'il n'y avait pas autant de morts. Si vous mettez ensemble les quatre constituantes, un État, une colonisation, et en règle générale, l'occupant est persécuté
Quoi qu'il fasse, il est persécuté. Vous avez les ingrédients, la base du fait que, quoi qu'il arrive, Israël est attaqué, donc Israël a le droit de se défendre. On est tout le temps, d'ailleurs le nom, tout le monde, les gens sont très heureux parfois de dire Sahal, Sahal. Sahal veut dire l'armée de défense d'Israël. C'est une armée de conquête, mais c'est une armée de défense d'Israël. Il y a tout le temps l'idée de la défense et du fait qu'ils sont agressés. Le jour, et certains Israéliens commencent à le dire, c'est ça qui est très important. Nous sommes aussi, selon les cas, parfois agressés, parfois agresseurs, parfois victimes, parfois bourreaux. Et là, si on arrive, au bout de toutes ces crises, à aborder la question des absolus, il n'y a pas de victime absolue, et il n'y a pas de justice absolue, et il n'y a pas de gens propres absolus, ça n'existe pas. Tout dépend des moments, tout dépend des circonstances, tout dépend de ce qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un pays qui a décidé qu'il était une victime absolue, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Donc, quoi que vous fassiez, regardez tous les appels des puissances qui appellent au calme, disent « il se défend ». Non, il ne se défend pas. Il a déclenché une affaire gravissime. Il a enclenché avec l'expulsion de familles palestiniennes qui avaient déjà perdu leur maison en 1948 et qui s'étaient relogées dans un quartier de Jérusalem, ce qui est un souvenir terrible pour les Palestiniens. Moi, je suis un enfant de l'exil de 1948. Je sais ce que c'est. Donc, voilà ce qui se passe. Il faut à tout prix commencer à casser les absolus, absolument casser les positions inaltérables. Je suis la victime éternelle. Non, tu n'es pas la victime éternelle. Parfois, je suis un bourreau, oui, c'est vrai. Hein. Mais parfois, tu es mon bourreau. C'est ça qu'il faut à tout prix commencer à... Et je pense que les événements en cours commencent à travailler, je pense, hein, c'est peut-être très optimiste, commencent à travailler les sociétés dans ce sens. Et donc, il y a une progression même dans le malheur. Merci beaucoup, Elias Sambar, pour nous avoir permis de naviguer comme ça dans votre pensée et d'avoir un peu le temps d'aborder cette question très compliquée. En effet, vous l'avez dit. Merci, Edoui. Merci à toi. Vous restez avec moi, Elias Sambar. Edoui va aller en coulisses et on va maintenant recevoir Rachida El Azouzi. C'est notre reporter. Voilà, Rachida, bonjour. Bonjour Mathieu. Rachida, tu rentres d'Irak où tu as passé 15 jours, une immersion dans la société irakienne, aux côtés d'un peuple sacrifié, comme tu le dis, tout particulièrement ses enfants et ses femmes. Tu as aussi tourné des images et on est heureux de vous présenter aujourd'hui ce reportage un peu exceptionnel sur place, notamment à Sadr City, dans la banlieue de Bagdad, où une femme, Lika El Aboudi, que tu as rencontrée, a créé une maison de lumière, c'est son nom, pour les veuves et les orphelins de son pays, brisés par 40 ans de guerre. Oui, Mathieu, je me suis rendue à Sadr City, qui est un des quartiers les plus pauvres de Bagdad. Lika El Aboudi a créé cette maison après la mort de son mari. C'est un lieu d'entraide, de parole, d'éducation. حاليا يضم الدار 332 يتيم على نفقتي الخاصة. احنا هنا بالدار نعلم الايتام على الدراسة، نسوي لهم دورات تثقيفية، دورات خياطة، دورات حلاقة، دورات طبية، دورات إعلام، مو فقط للايتام حتى للشباب وللنساء. طبعا هذا الدار خرج طلاب هواية من الكليات. حاليا عندي تقريبا 7 طلاب تخرجوا من الكليات الحمد لله والشكر، وما عندنا دعم، احنا دعمنا ذاتي. بعض الاحيان يجونا متبرعين لكن الشيء بسيط جدا، وان شاء الله هذا الدار يستمر بنجاح اولادي، هم يساعدون الدار باذن الله تعالى. Le mari de Lika El Aboudi a été tué en 2005 par des miliciens chiites parce qu'il était sunnite. C'était quelques mois avant la bascule dans un carnage interconfessionnel inédit, jusqu'à 3000 morts par mois pendant des mois, la première guerre civile irakienne pendant l'occupation américaine. Après s'être réfugié en Égypte avec ses 4 enfants, Lika El Aboudi est revenu dans son pays pour remettre de l'amour là où il y avait tant de haine. Il faut préciser que nous sommes dans le quartier le plus chiite de Bagdad, le théâtre de bien des batailles et attentats encore aujourd'hui. C'est aussi le fief du radical religieux Muqtada Sadr qui terrifiait l'occupant américain avec sa milice, l'armée du Mahdi. La majorité de ses enfants ont perdu leur père
Les autres, pères et mères, sous les balles, les bombes, les coups de couteau de ces 20 dernières années, la routine irakienne en somme, malheureusement. Les enfants appellent Lika El Aboudi Mama, elle est pour eux un rôle modèle. D'ailleurs, c'est l'exemple que cite un des éducateurs à des enfants qui butent sur le mot leader. القيادة هي شيء مهم يعني بالحياة مهما كانت سواء كانت بشكل يعني صغير أو بشكل كبير. نضرب مثال على أنه القيادة مثلا تكون اليوم دار الأيتام، لازم أكو دار الأيتام اللي يحكمون اليوم، لازم أكو شخص يقود هذا الدار حتى يحرك بكافة تفاصيله. Ce n'est pas seulement un lieu d'accueil pour les orphelins, c'est aussi un lieu de sororité pour les veuves. On dit de l'Irak qu'il est le pays des veuves et des orphelins. Lika El Aboudi a créé un lieu d'empouvoirment où on apprend aux femmes un métier pour nourrir la famille. Et il y a un métier qui est plébiscité parce qu'il peut émanciper tout en restant à la maison, c'est la couture. Nous sommes en Irak, la société est patriarcale, conservatrice, tribale, très inégalitaire envers les femmes. Lika El Aboudi finance cette maison avec son argent et avec des dons. Elle a besoin de vêtements, de nourriture, de cahiers, de livres, d'argent. Elle lance aujourd'hui un appel à l'aide internationale. لكن أنا أتمنى أقدم نداء استغاثة للدار. الدار مو مسجل لكن أنا عندي 330 يتيم والأعداد متزايدة وهذا الموقع مهم عندي لأنه استراتيجي في داخل مدينة الصدر وبدايتها. القطاعات كلها القريبة علينا قاعد تجي تدرس أولادهم هنا دراسة ومعهد تعليم لكل الفئات. فأتمنى أنه هذا نداء الاستغاثة يوصل عن طريق الأخت وإن شاء الله تحاولون تساعدونا بإذن الله تعالى. تحياتي أم الأيتام لقاء العبودي. Un pays, Rachida, où toujours en proie, il faut le dire évidemment, des décennies après à la violence. D'ailleurs, le jour de ton reportage, tu as été témoin quasiment d'un attentat. Oui, à quelques rues de là, une voiture piégée a explosé près d'un marché d'occasion. 4 morts et une vingtaine de blessés, de nouvelles veuves, de nouveaux orphelins qui vont devoir composer avec les autres guerres qui laminent le pays, la corruption, le chômage, la misère. Merci beaucoup Rachida. On peut lire sur Mediapart ton premier article sur cet orphelinat justement concernant ton reportage donc en Irak, une version un peu longue de ce reportage qu'on a vu aujourd'hui et d'autres volets qui vont suivre sur cette plongée dans l'Irak d'aujourd'hui. Elias Sambar, une petite réaction sur ce reportage. Vous savez, l'Irak est un pays que nous aimions beaucoup, tout en détestant très profondément son dictateur. Car peu de gens savent, Saddam Hussein a assassiné autant de militants palestiniens que les services israéliens. Et nous n'étions pas du tout d'accord. Et les choses se sont plutôt mal passées très souvent, y compris en France, puisque un de nos meilleurs militants, un frère qui était Azzedine Qalaq, a été assassiné sur l'ordre de l'Irak et pas des services israéliens, boulevard Haussmann, dans le bureau de ce qui était à l'époque le bureau de l'OLP. L'Irak est vraiment une plaie, mais c'est pas, hélas, c'est pas la seule plaie arabe en ce moment. La Syrie est une plaie, le Yémen est une plaie, mais l'Irak a été une perte culturelle dont les gens, quand ils parlent de l'Irak, vous parlent de sa richesse pétrolière. C'est l'ambassadeur de l'UNESCO. Personne ne parle de sa vitalité culturelle. C'est un pays de poètes exceptionnels, et je ne parle pas de Moutanabbi ou des poètes de l'islam, de la littérature classique. Saadi Youssef, Badr Shakir Sayyab, Sargon Boulos. C'est un pays d'ailleurs où la poésie est plus fréquentée que la prose. Il y a beaucoup de poètes. C'est un pays qui a connu dans les années 30 un renouveau de la peinture contemporaine, un pays de sculpteurs. Et c'est un pays, je disais tout à l'heure, avant qu'on entre sur le plateau, c'est un pays de lecteurs. Vous savez, c'est le pays où on lisait le plus, c'était l'Irak. Il y avait un dicton qui disait « Beyrouth imprime, mais c'est l'Irak qui lit ». Et tous les éditeurs avaient l'œil fixé sur le marché irakien pour vous dire à quel point il y avait une vitalité assez extraordinaire dans ce pays. Elle a été réduite à néant. C'est un désastre, l'Irak, c'est un désastre écologique, c'est un désastre archéologique. Vous savez, le nombre de vols, moi je peux vous le dire, puisqu'il y a des commissions à l'UNESCO sur le vol des biens culturels. Vous savez le nombre de milliers de pièces pillées sur les sites irakiens, des milliers de pièces. Rachida nous en parlera bientôt dans un reportage. Non, pas trop en dire, mais elle nous en parlera. C'est une grande tristesse. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'après cette soi-disant conquête
menée par la grande puissance que vous savez. Les États-Unis. On se retrouve avec des millions de personnes qui regrettent le dictateur, qui disent Saddam Hussein c'était bien. Regardez le désastre et les confins du désastre. Ouais. Merci beaucoup, Elias Sambar. Merci de m'avoir invité. D'avoir été avec nous sur le plateau, ambassadeur de la Palestine, donc à l'UNESCO. On rappelle quelques-uns de vos livres, Le bien des absents, notamment chez Actes Sud, ou ce dictionnaire amoureux de la Palestine. Merci à tous les deux. À l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Bonne soirée.